Bonjour. Facilement, bonjour. Merci de m'avoir invité. On a réussi à se connecter. Je ne sais pas, là, il y a des trucs compliqués dans la vie, c'est ça. Monsieur Nantel, je vous fais venir parce que à travers vos vidéos, moi, vous avez abordé toutes sortes de sujets. Et l'élection de lundi, on va s'en parler ce matin, l'élection de Mark Carney, et quand on analyse la carte de la région de Montréal, entre autres, on fait face à un défi existentiel que les nationalistes ignorent, que vous dénoncez, vous le dites, hein, les deux choses les plus importantes pour une nation, c'est le nombre, un, et deux, le nombre. Et c'est vous qui m'aviez informé qu'en 2042, si les tendances se maintiennent, les Canadiens français vont être minoritaires au Québec. Et là, on se surprend des résultats de l'élection avec l'immigration de masse qu'on connaît. Nos nationalistes, nos leaders nationalistes regardent ça en fermant les yeux. Regardez en fermant les yeux. Monsieur Nantel. Écoutez, je vais commencer par dire que les Québécois n'ont jamais, 100% jamais contrôlé leur territoire, leurs frontières, leur immigration. Ça a été d'abord la France, ça a été ensuite l'Angleterre, ça a été ensuite le Canada anglais, qui nous domine encore aujourd'hui. On paie présentement pour le fait que les immigrants ont voté non en 1940. Il ne faut pas le dire, oh, c'est du racisme. Non, non, non. Le racisme, c'est quand on s'en prend à ce que les gens sont. Moi, je m'en prends à ce qu'ils font. C'est très important, ça. C'est pas vrai que c'est écrit dans leur gène, dans leur couleur de peau, dans leur religion qu'ils doivent voter non. Comme je vous l'ai déjà dit, et je le répète, j'ai jamais rencontré au Québec un immigrant qui était contre l'indépendance. Ils sont tous pour l'indépendance dans leur pays d'origine. Au Québec, non, c'est leur intérêt de nous nuire. Puis ils le savent, hein? Ils savent très bien que ça nous nuit. Ils le savent, ils sont au courant. Alors, ils font le mal, comme ça. Oh, il ne faut pas le dire, ça va. Non, non, non. C'est ça la vérité. Puis tant que les Québécois vont continuer à dire la vérité, puis à les engueuler parce qu'ils le méritent, ça va continuer comme ça. Maintenant, j'ai commencé par dire qu'on n'avait jamais contrôlé notre immigration. Quand ça a commencé, on était 60 000, sans aucun en 1760. Ils avaient foutu dehors toutes nos élites, nos militaires, nos évêques, nos penseurs, nos marchands, tout le monde est parti. Il restait seulement un paquet de cultivateurs, 60 000, plus je crois que c'était 93 prêtres. C'était ça qu'on avait comme élite. Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'Église a pris le contrôle de tout, et c'était tout ce qu'on avait. Alors, ils s'entraidaient entre eux, puis comme c'était l'intérêt de l'Église catholique, là, on parle d'une organisation, ils se sont accoquinés avec les Anglais pour qu'ils puissent s'occuper des francophones, pendant que les Anglais s'occupaient des choses importantes, faire de l'argent, des grandes maisons, etc., contrôler l'axe du Saint-Laurent, etc. Alors, on n'a jamais contrôlé. On ne le contrôle pas aujourd'hui. Puis si on existe comme peuple, c'est par hasard. C'est pas par hasard. C'est à cause de la géopolitique. C'est arrivé comme ça, puis ça va continuer d'arriver comme ça. Les immigrants, je fais souvent remarquer, le Canada, c'est un immense pays vide. C'est vide, 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 vide. Moi, je sais travailler dans le Nord. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Hein. Juste un peu au nord de l'Abitibi, il n'y a plus personne, puis pendant 10 000 kilomètres. Les immigrants, quand ils viennent ici, ils viennent s'installer dans la richesse, dans la chaleur, la richesse, dans le bien-être. Et ils viennent, on a tous des systèmes sociaux, puis là, les systèmes sociaux leur font vivre. Aux États-Unis, c'est même plus fou que ça. Les migrants que Biden a demandé, moi je l'ai vu, hein, Biden demander aux immigrants du monde entier de venir, les migrants, venez-vous-en, vous accueillir. Il l'a vraiment fait. Je l'ai vraiment entendu. N'importe qui dit que c'est faux, c'est un menteur ou c'est un ignorant. Il l'a vraiment fait. Puis ils ont laissé aller, puis ils disaient, on ne peut pas parce que les républicains ne font pas de loi au Congrès. Non. Dès que Trump a pris le pouvoir, il a bloqué tout ça. Ça a pris quelques semaines et c'était tombé à presque zéro par rapport à 10-12 000 par jour. Alors, ça se fait, ça se contrôle, ces choses-là. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Tous les pays du monde contrôlent leurs frontières, leur population, bon, etc. Les Québécois, si on existe, c'est parce qu'il y a une force intrinsèque qui fait qu'on existe.
Là, il se passe des choses extrêmement importantes sur la planète. Ça fait longtemps que j'en parle, moi, de la fameuse crise. Moi, je dis que c'est une crise qui est pire. Je suis désolé, c'est comme ça. Moi, je dis la vérité. Ça ne fait pas mon affaire, mais c'est ça la vérité. C'est une dépression économique beaucoup plus grave que dans les années 30. En passant, c'est commencé en Chine. En Chine, une des principales économies du monde. C'est catastrophique ce qui arrive en Chine. Puis là, ben, Xi Jinping, il ne sait pas comment est-ce qu'il va rester au pouvoir. Ça va nous rejoindre. Quand Trump dit qu'il va mettre des tarifs, les gens, oh, le gros méchant Trump, il fait ce qu'il veut dans son pays. Il a été élu par la population, c'est un landslide, un raz-de-marée. Il a tout gagné, tous les États swing state, il a tout gagné. Les Américains défendent leurs intérêts parce qu'il y a une grosse crise qui s'en vient. C'est une crise à base de dette et ça va sauter. La frontière que Trump vient de fermer n'avait jamais été fermée. Avant, il y avait tout le temps de l'immigration à partir de la frontière sud. Mais l'Amérique latine était beaucoup moins peuplée qu'aujourd'hui. Et c'était surtout des Mexicains, parce que c'était beaucoup de marches à partir du Guatemala pour se rendre jusqu'à la frontière américaine. Or, les Américains laissaient faire parce qu'ils étaient très nombreux. Il y avait beaucoup plus de monde qui arrivait d'Europe qu'il y en a qui arrivaient d'Amérique du Sud. Puis là, ben, ça s'est rééquilibré dans l'autre sens. Les Européens ont arrêté de faire des enfants, comme tout le reste du monde. Alors que là, c'est le reste du baby-boom d'Amérique latine qui débarque, qui est débarqué au cours des 4 dernières années. Dans le cas de Biden, ce qu'ils ont fait, d'abord, Biden n'était pas là. On ne sait pas qui a dirigé les États-Unis pendant 4 ans. C'est d'une extrême gravité, ça. La principale puissance nucléaire du monde, principale puissance économique. On ne sait pas c'est qui dirigeait. Bon, on sait que la femme de Biden a joué un rôle, Jill Biden, que son fils a joué un rôle, que Obama a joué un gros rôle, etc. Mais c'est quelque chose d'inimaginable ce qui est arrivé. Et là, ils ont décidé, OK, on va faire rentrer beaucoup de votes démocrates. Donc, on va ouvrir la frontière. Puis on va dire qu'on ne peut pas parce que c'est de la faute à Trump. Puis bon, là, tout le monde a compris. Là. C'était un truc pour noyer le pays. Puis là, il y a un autre phénomène, c'est le phénomène de la décadence. Quand les êtres humains, vous et moi, là, on est fait pour être dans des forêts, à courir après des daims en Afrique. C'est comme ça qu'on a été développés. Puis on court après des daims pour les manger puis ramener au campement où les femmes ont 5-6 enfants pour faire durer la population. La majorité meurt, etc. C'est le monde primitif. Mais c'est le monde dans lequel on a vécu pendant littéralement pendant 4 milliards d'années. 4 milliards d'années, là, ma famille a 4 milliards d'années, votre famille a 4 milliards d'années. On a évolué, puis on est fait pour se battre. On est fait pour avoir peur. On est fait pour se défendre. Quand vous installez des gens dans le confort, automatiquement, tout le côté négatif de leur vie disparaît. Ils n'ont plus peur. Vous n'avez pas peur quand vous marchez dans la rue le soir qu'un fauve va vous sauter dessus pour vous manger. Quand vous allez vous coucher, vous ne demandez pas à quelqu'un de rester debout pour vérifier qu'il y a quelqu'un qui ne s'approche pas du feu. Ça, c'est ce que nos ancêtres faisaient, mais vous êtes fait pour ça. On est fait pour ça. Alors, quand les gens s'installent dans la richesse, on le sait, les rois, c'était tout dégénéré, c'était quelque chose d'incroyable. Dans tous les domaines, ils étaient gros, le sexe, puis il y avait des bâtards à gauche, à droite. Puis ceux qui dirigeaient l'État dans presque tous les pays, hein, parce que tous les pays, les classes supérieures, c'est-à-dire l'aristocratie, c'était tout dégénéré. Ils ne travaillaient pas, ils ne foutaient rien, ils se promenaient à cheval, ils mangeaient beaucoup de viande, ils faisaient de la goutte à cause de ça. Bon. Et c'était des gens de la classe moyenne qui faisaient fonctionner le pays. C'est comme ça que ça fonctionnait. Alors, le roi avait le pouvoir, puis celui qui l'exerçait, ben, c'est des gens comme Richelieu. En tout cas, on les a eu dans notre histoire. Alors, quand les êtres humains s'installent dans la richesse, ils se mettent à dégénérer. Ils se mettent à avoir besoin de souffrance. Parce que vous avez toute une partie en vous qui est faite pour vous battre. Moi, j'ai vécu des choses dans ma vie, là. J'ai été stupéfait de l'énergie que je pouvais sortir de mon corps. C'est quelque chose de tout à fait stupéfiant. On pense qu'on est faible, qu'on est capable de lever 200 livres. Non, on est capable de lever 300-400 livres facilement, avec de l'adrénaline. C'est quelque chose d'étonnant. Mon grand-père avait levé une voiture, il y avait quelqu'un qui était en dessous de la voiture, était sur le point de tomber sur lui. Il a pris on parle des années 20, là. Les voitures, c'était fait avec du gros métal. Il a pris la voiture,
puis il a dit aux gens, sortez-la de là. Les gens l'ont sorti de là, puis il a reposé la voiture. Il y a quelqu'un qui est arrivé, il a dit, comment vous avez fait ça? Comment j'ai fait ça? Il fallait le faire. Il fallait le faire, l'adrénaline. Bon. Alors, quand vous vivez dans la richesse, vous vous mettez à dégénérer. Vous mettez à... Puis vous avez besoin... Donc là, ceux qui sont en santé, ils font des records. Ils mettent leur vie en danger. Ils plongent dans un petit bassin à partir de 100 pieds de haut. On se dit, ouais, mais s'il rate son coup, il va passer 60 ans dans un lit. Oui, mais c'est ça, ils en ont besoin. Ils ont besoin. Puis ceux qui font de la course tous les matins, ils disent qu'ils ont besoin de leur adrénaline. C'est comme une drogue. Bon, alors, la richesse, c'est quelque chose de négatif. Ça a l'air positif. C'est ce dont tout le monde rêve. Parce qu'on aimerait bien pouvoir... on aime bien prendre des vacances, faire la fête de Noël. Mais quand c'est à l'année longue, il y a quelque chose d'écœurant dans la richesse. Bon, aux États-Unis, c'est ça qu'ils vivent. Ils sont en décadence depuis des décennies. Puis là, ben, ce qu'a fait Biden et son groupe, ben, c'est détruire le pays. Les Blancs, les Blancs sont coupables de tout. Les Blancs, c'est des gros méchants. C'est eux qui ont fait la colonisation. Le général de Gaulle disait sur la colonisation, il dit, le bilan de l'Occident est largement positif. Et c'est vrai. Malgré le Vietnam, malgré ce qui se passe en Israël, malgré la colonisation, les Occidentaux ont une stature morale qui n'est pas comparable ailleurs dans le monde. Je dis souvent aux gens, les Occidentaux, qui c'est qui a arrêté l'esclavage aux États-Unis? Ah non, mais c'est qui a lancé l'esclavage aux États-Unis? Oui, il y a eu de l'esclavage aux États-Unis. Mais c'est qui l'a arrêté? Est-ce que c'est une révolte des Noirs? Non. Ce sont des Blancs, 360 000 dans le Nord et 300 000 dans le Sud, qui se sont entretués pour mettre fin à l'esclavage. Et ce n'était pas des Noirs qui avaient fait des plaintes. C'était celle qui avait écrit La cause de l'oncle Tom, etc. C'est entre Blancs que ça s'est fait. On s'est débarrassé par la violence du racisme. Pas du racisme, de l'esclavage. Qui a arrêté l'esclavage sur la traite des esclaves sur l'océan Atlantique? Ben, c'est les Européens. C'est les Anglais, c'est les Américains. Puis ça a coûté des milliers de vies. Hein? Il y a eu des batailles. Qui a lancé l'esclavage? Ah, ben les esclavages. J'ai été en Afrique, puis il me montrait en Sénégal, sur l'île de Gorée, il y avait des chaînes avec des anneaux. C'est là que les Blancs mettaient des esclaves qu'ils avaient capturés pour aller les faire travailler de force, puis ils jetaient dans l'eau quand ils étaient malades, là, en traversant l'Atlantique. Il dit au gars, non, excuse-moi, là, non. C'est pas bon ce que tu dis là. Ceux qui ont lancé l'esclavage en Afrique, ce sont les Africains noirs. Les Blancs ne connaissaient pas l'intérieur de l'Afrique. Ils s'imaginaient, là, on arrive avec un bateau, on stationne à côté de la côte, puis là, les marins descendent, ils vont ramasser 50, 60 personnes, ils mettent ça sur le bateau, ils vont les vendre en Amérique. Absolument pas. C'était des Noirs africains qui capturaient leurs voisins. La partie la plus catastrophique de l'esclavage, c'est-à-dire le départ, quand vous tuez les chefs, les chamans, vous tuez les guerriers, les braves, vous tuez les bébés, les fous, les malades, les vieux. Vous prenez juste ce qui reste, qui est en santé, puis qui refuse de se battre. Puis là, vous l'amenez sur les côtes. Puis là, c'est là que vous vendez sur la côte ouest aux Européens qui amènent ça en Europe, qui amènent ça dans les Amériques pour voler, pour exploiter en esclavage. Et sur la côte est également de l'Afrique. Mais les musulmans n'ont jamais, les Indiens, les Persans, n'ont jamais arrêté l'esclavage sur l'océan Indien. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire, là? C'est que tout ce qu'on peut regarder, même la colonisation qui a eu lieu en Afrique, les Blancs se sont sauvés devant la surpopulation parce que ce qui est arrivé quand les Blancs sont arrivés en Afrique, d'abord, ils ont arrêté la traite des esclaves pour pouvoir exploiter les ressources de l'Afrique. Il y avait un intérêt là-dedans. Mais ils l'ont fait quand même. Puis ils ont eu des morts, beaucoup de morts. Alors, quand la situation s'est stabilisée en Afrique, ben là, ils ont arrêté trois causes de mortalité. La première cause qu'ils ont bloquée, c'est arrêter l'esclavage. Si vous arrêtez l'esclavage, vous arrêtez de tirer chaque année 1 million de personnes de l'Afrique, ben ça aide un peu à faire augmenter la population. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ils ont pris le contrôle de toute l'Afrique, puis ils ont dit, c'est fini les guerres, là. Les guerres entre les Ashanti puis les Hausa, là, c'est fini, ça. On n'en veut plus de ça. Plus de guerre. Alors, vous n'avez plus de guerre, vous n'avez plus d'esclavage, la population commence à exploser,
Puis vous avez le fait qu'ils ont amené la médecine moderne. Alors, la population a explosé parce qu'ils mouraient de maladies qu'on guérissait très facilement. On avait des médicaments dans la petite trousse du docteur. Il y avait ce qu'il fallait pour sauver tout le monde dans le village. Et ensuite, vous avez eu la fin de la guerre, la fin des épidémies, puis la fin des famines. Ils sont arrivés avec toutes les techniques agricoles qu'ils ont données aux Africains. Enfin, ça se fait naturellement. Au début, ils travaillent bien sûr comme esclaves, mais comme des serfs. Puis à la fin, ben là, ils deviennent indépendants. Alors, les Européens se sont sauvés. Tout ça pour dire que l'Occident, c'est une superpuissance morale. C'est nous qui avons inventé la démocratie. C'est nous qui avons inventé les droits de l'homme, les constitutions, séparation de pouvoir, etc. Et dans les autres pays, les immigrants qui viennent, qui nous regardent de haut, vous êtes des racistes, vous avez d'abord, c'est pas nous. Au Québec, oui, mais au Québec, il n'y a jamais eu de génocide. Ah ben, vous étiez 98% de la population. Ben, c'est parce qu'ils sont morts de maladie, les Autochtones. Ils sont morts avant qu'on arrive. Ça débarquait avec quelques colons, plus qu'un siècle avant l'arrivée de Champlain au Québec. Les maladies ont balayé tout le continent. Présentement, en Occident, les gens ont appris à l'école, c'est les Occidentaux qui ont fait ça. C'est une dégénérescence, c'est de la décadence. Les gens se retournent contre eux-mêmes, puis ils fouillent dans les petites miettes. Ils ont viré trois stèles dans un cimetière juif. Ah, raciste, le génocide, ils vont les pendre. Bon, c'est tout des niaiseries. Dans les autres civilisations, je pense notamment à l'invasion de l'Inde par les musulmans entre le 11e et le 15e siècle. Lisez-le. C'est pas bien long là à lire. Là. Prenez ça du 11e au 15e siècle. C'est massacre par-dessus massacre, discrimination par-dessus discrimination. Les Chinois, aujourd'hui, les Chinois massacrent les Ouïghours dans le Xinjiang. Ils ont mis 10% de la population, tous des jeunes, tous des jeunes hommes. Ils ont mis en prison pour les empêcher de se reproduire, enfin, etc. Si vous regardez les autres civilisations, c'est nous, la superpuissance morale, notamment le Québec. Le peuple québécois, on n'a rien fait. On n'a carrément rien fait. On n'a pas massacré les Autochtones, c'est nos amis. Mais quand vous avez une décadence, les gens qui... C'est quelque chose de bizarre. On ne comprend plus. À un moment donné, d'ailleurs, les immigrants sont très surpris. Quand un Noir arrive d'Afrique, il dit « Les Québécois, c'est raciste. Hydro-Québec, c'est raciste. Ils ne me donnent pas d'emploi. Bell Canada, c'est raciste. » Puis c'est la pire insulte qui peut sortir de la bouche d'un Noir. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il voit bien que c'est populaire. C'est populaire dans la population. Et la dégénérescence qu'on a eue en Occident sont rendus au point où les Blancs, c'est tellement de la merde qu'il faut faire entrer n'importe qui par la frontière sud pour les rendre minoritaires. Fait que Trudeau, qui est Trudeau est à moitié, non, il est au quart québécois francophone, de Trudeau. C'est juste la moitié de son père qui était québécois. En fait, c'est un Canadien anglais, ils sont impérialistes. Il faut faire disparaître ça, le peuple québécois. C'est des racistes, ils veulent l'indépendance, ils veulent leur propre pays. Tout le monde fait ça. Bon. C'est le problème auquel on fait face, c'est une décadence. Ça, c'est très, très bien connu dans l'histoire. La décadence, tout se met à se défaire et c'est les élites du pays même qui détruisent le pays. Alors, quand ils ont ouvert la frontière, c'était volontaire. Biden, il a dit dans un discours, on va prendre tout le monde. Venez, on va vous sauver. Tous ceux qui veulent ils sont lancés. Le taux de criminalité a tombé aux États-Unis. Bon. Donc, vous avez eu Trump. Trump qui s'est présenté la première fois. Trump, ce n'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires, c'est un négociateur, c'est un millionnaire, milliardaire. Il ne connaissait pas le système américain, mais il est rentré pour le détruire, ce qu'on appelle l'État profond. Puis au Québec, les 1% des gens ne sont pas au courant, moi je suis ça. C'est tout à fait incroyable ce qu'ils découvrent dans le Dodge, là, les vols, c'est des choses incroyables. Les Américains payaient pour des opérations transgenres, je pense au Guatemala. Ils faisaient faire des études
En tout cas, c'est du gaspillage d'argent même donné à des amis. Puis l'argent, la vaste majorité de l'argent investi par les Américains disparaissait dans des réseaux. Ben, le gars, il a son budget. Il y a 2 millions à dépenser, je ne sais pas moi, au Botswana. Ben, il dépense. Il l'a dépensé comment? Fait que là, c'était toute la fraude. Monsieur Nantel, oui. Dodge de Monsieur Musk, là, quand on regarde un peu les commentaires des gens ici au Québec là, qui écoutent les médias de masse, il est devenu vite un méchant d'extrême droite, un crosseur, un voleur, puis oui, donc comment on peut s'en sortir au Québec si déjà la base, puis nos journalistes tentent de tout détruire cette lumière au bout du tunnel. Comment on peut reprocher à un milliardaire qui n'a pas besoin de ça, puis les journalistes réussissent quand même à le diaboliser, de vouloir faire le ménage dans la crasse bureaucratique de nos gouvernements? C'est Bernard Massy, puis je vous laisse la parole par la suite, qui avait une très belle image de la bureaucratie. Il dit c'est un peu comme un cancer. Lui, il se fout de la personne dans laquelle il est. Sa fonction, c'est de grossir puis de grossir. Voilà. Jusqu'à temps que... Hein, c'est... Il y a quelqu'un qui a dit « Les dynasties s'éteignent, les rois meurent, la bureaucratie reste. » La bureaucratie, c'est ça qui fait fonctionner l'État. Tantôt, j'en parlais, c'est les gens des classes moyennes qui font fonctionner l'État. Mais quand la bureaucratie laisse la population créer de la richesse, là, ça c'est l'idée de Marx, c'est complètement à côté de la traque, évidemment. Karl Marx a fait une description, c'était comme de l'acide sur... Il détruisait tous les mythes du capitalisme en s'attaquant, bien sûr, à ce qui était innommable. Faire travailler les enfants dans les mines, faire travailler les femmes enceintes, il payait les gens le moins cher possible, de façon à ce qu'ils soient obligés de dépenser le peu d'argent qu'il y avait dans les magasins de la compagnie. En tout cas, il augmentait. Quand vous lisez Marx, ça a été très, très clair. C'était très clair. Ce qu'on a fait en Occident, c'est qu'on a corrigé les défauts du capitalisme. Ils ont interdit le travail des enfants, ils ont rendu obligatoire l'éducation des enfants, ils ont permis aux femmes de vivre leur grossesse, d'avoir des congés de maternité, etc. On a tout réglé ça. Mais Marx, il n'a pas décrit le communisme. Quand l'extrême gauche dit ils font pitié, j'entends encore, je l'ai entendu dans ma famille, ils font pitié les gens qui arrivent à la frontière. Comment ils font pitié? Ils ont des belles valises neuves. Non, non, c'est pas vrai, ça. C'est des gens qui viennent profiter du système. Puis notre système, c'est ça que je voulais, c'est là que je voulais en arriver. Quand vous entrez en décadence, comme l'Occident est entré, une des principales caractéristiques, c'est vous faites des dettes. Parce que c'est facile de faire des dettes, c'est facile vous imprimer de l'argent. En fait, vous n'imprimez rien du tout. De nos jours, c'est fait par ordinateur. Monsieur Nantel, c'est un problème, ça, qu'il faut soulever. Vous faites bien de le dire. Tout l'endettement des gouvernements des 40 dernières années, là, et peut-être plus, comment on peut me rendre responsable de cette dette-là quand on voit ceux qui l'ont créé sont pas blancs comme neige, là? Et on voulu se faire élire. Wow! Et ça leur a empiré. Faut quand même comprendre que le gouvernement canadien qui vient d'être réélu avait une ministre des Finances Freeland qui risque d'être reconduit dans ses fonctions, a plus que doublé la dette du Canada en l'espace de 2 mandats. Et encore une fois, M. Nantel, je tiens à vous noter, silence radio du côté des journalistes. Il n'y a pas personne qui a dénoncé ça. On nous a passé la peur de Trump, une peur qui a été montée de toutes pièces et ça l'a rapporté à l'état profond. Parlez-moi des résultats versus la démographie actuellement au Québec. Il n'y a rien de surprenant de ce qu'on a eu comme résultat lundi. Oui, bien écoutez, c'est pas compliqué. Ça fait 10 ans en passant qu'il crache sur Trump, etc. C'est devenu complètement délirant. Il y en a dans ma famille, hein, des gens qui détestent Trump. Puis il a dit Poussy. Il a dit Poussy, bon, ça a dit Poussy, c'est anti. Oui, mais il a arrêté l'invasion sur la frontière sud. Il a commencé à diminuer la dette. Il a commencé à mettre les gens en prison.
Il fait des choses. Monsieur Nantel, moi, je réplique tout le temps pour Clinton, qui a été un des plus grands présidents des États-Unis à les entendre parler. Lui, qu'est-ce qu'il a fait avec son cigare dans le bureau avec Mme Lewinsky? Hey, attends un peu, là, il a peut-être dit Poussy, mais on peut-tu comparer ça avec d'autres pour voir? De toute façon, mais c'est monté en épingle. Trump, je le suis depuis 10 ans et plus. Bon, Trump, c'est un bon père de famille. Est-ce que vous avez entendu ses enfants dire que c'était un écœurant, un salaud, qui avait violé ses filles? Bon, c'est un bon grand-père, c'est un bon ami, c'est un bon patriote. C'est un gars qui est venu en politique à 78 ans. Ça, les gens sont pognés avec ça. Pourquoi est-ce qu'il est venu en politique? Il veut faire plus d'argent. Mais non, à 78 ans. Il est déjà milliardaire. Sa job, c'est dans l'immobilier. C'est parce qu'il veut avoir un prix Nobel de la paix. Ben non, il bombarde le Yémen. Donc, c'est pas ça qu'il cherche. Trump, il a vu un problème. Il est devenu milliardaire, oui. C'est un gars qui a fait des magouilles. Ben oui, c'est un homme d'affaires. Ben oui, évidemment, c'est un homme d'affaires. Ben oui, il a fait des magouilles, il a fait des bebelles. Hey. Mais ils ont tout essayé pour le tuer. Ça n'a jamais été fait, ça. 2 impeachments contre Trump. Ça n'a jamais été fait plus qu'un. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup d'impeachment dans l'histoire américaine. Il y a eu 2, en fait 3 tentatives de meurtre, dont une qui l'a touché à l'oreille. C'était un hasard, ils n'ont pas réussi. Ils ont lancé 4 procès importants pour le déshonorer, pour l'appauvrir. En tout cas, le riche, Trump, il est venu pour essayer de régler un problème. Puis Elon Musk, dont on parlait tantôt, moi je le suis là. Elon Musk, c'est tout positif ce qu'il fait. C'est un créateur de richesse. C'est un inventeur. C'est un révolutionnaire. Puis, tout ce qu'il fait, c'est 100% signal, 0% de bruit. Quand Musk dit quelque chose parce qu'il le pense, s'il ne le pense pas, il a changé son opinion ben des fois. Il a changé son opinion parce qu'on lui a prouvé qu'il avait tort. Les gens qui travaillent avec lui disent qu'il est très sévère, c'est un gars qui est très dur. Il n'a pas fait des milliards, puis il n'a pas lancé des révolutions sans le faire. Mais le point n'est pas là. De toute façon, c'est de la politique. Tout ça. 93% des articles faits sur Musk aux États-Unis sont négatifs parce qu'il aide Trump à arrêter le déficit. Ceci étant dit, comme je l'ai dit à ma soeur l'autre jour, j'ai dit, elle pense, il y a tout le temps eu une dette, rien qu'imprimer. L'imprime d'argent, c'est facile. L'imprime d'argent, puis tu payes des fonctionnaires. C'est ça qu'a fait Justin Trudeau. Il voulait rester au pouvoir. Bon, on va faire le système des dents pour les vieux. Les dents, le système dentaire canadien. Donc, on va avoir des votes. Encore un déficit, on imprime de l'argent. Les immigrants, ben là, ça coûte extrêmement cher. Quand oui, on imprime de l'argent. Puis là, ils sont rendus à 62 milliards de dettes, de déficit. Ça, ils jettent ça sur le paquet. Jusqu'à maintenant, c'est là que je m'en allais tantôt pour je peux arriver là. Si vous regardez la génération de mes parents, mon père, il est né en 1922. Quand ça marchait bien, ça allait très bien. Les années folles, là, ça a très, très bien fonctionné. Les gens étaient très riches au Québec. Mon père, il était habillé avec du linge qui venait de Paris. Bon, ma grand-mère était une des premières sages-femmes diplômées du Canada, puis mon grand-père était comptable. Ah, ça marchait très bien. Puis là est arrivée la crise. Bang! La grosse crise de 1929. Puis mon père, il l'a eu d'un dent. Ma grand-mère est tombée malade. Mon grand-père, en tout cas, ça, c'est des histoires personnelles de mon grand-père. Mais il a perdu son droit d'être, pas parce qu'il a fait de la fraude, parce qu'il s'était marié sans permission. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais mon grand-père sont tombés dans la dèche, dans la pauvreté. Puis là, ces gens-là, ils ont vécu tout ça, les années 30, dans la pauvreté. Puis là, l'autre malade, là, il a lancé la guerre en Europe, une guerre complètement folle. Alors, ils ont été pris dans cette guerre-là. Ils ont été se battre volontairement, pas pour de l'argent, pas parce qu'ils voulaient envahir le tiers monde ou je ne sais pas trop quoi, pour battre Hitler. Ils l'ont fait. Mon oncle a été blessé à 2 reprises. Il a téléphoné à ma tante puis il a dit « Trouve un autre gars, je me suis fait brûler le visage, je vais être pas regardable. Alors, je te donne ta liberté, puis on laisse tomber fiançailles. » Finalement, il s'en est bien tiré, il a eu 7 enfants. En tout cas, mais ils ont vécu ça. La crise,
La Deuxième Guerre mondiale, où les gens sont venus dans des paniers, hein? Ben oui. Dans des paniers. Plus de bras, plus de jambes, aveugles. Il y a des gens qui ont vécu 50 ans comme ça pour vaincre les méchants. Bon. Ensuite, ils ont bâti la société la plus riche qui a jamais existé, dont on a profité, les gens de ma génération, le baby boom. Beaucoup d'enfants, beaucoup de richesses, beaucoup de... voyons, les frais de scolarité, ça ne coûtait rien. Puis en faisant ça, comme ils sont venus puis ils ont travaillé très fort, je les ai fait faire. La dette qu'ils avaient accumulée pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est montée en flèche comme aujourd'hui, et ils l'ont payé, la maudite dette. Elle est retombée. Puis dans les années 60, là, la dette était revenue presque à zéro, fin des années 60. Puis là est arrivé, ben, les baby boomers. Là, c'était mai 68 en France, puis il faut profiter de la vie, puis c'est le début. C'est là que ça a commencé, hein? Aux alentours de. C'est pas méchant. La décadence, c'est un réflexe. C'est un réflexe de l'être humain. Quand l'être humain s'installe dans la richesse, il se met à dégénérer. C'est commencé en Chine, je l'ai vécu, je l'ai vu. C'est en Arabie Saoudite. Les femmes, les hommes sont moins gros en Arabie Saoudite que les femmes. Pourquoi? Parce que dans leurs grandes robes, ils n'ont pas le droit de montrer leur beauté, ils n'en profitent pas de leur beauté. Fait qu'ils mangent. Fait que les femmes sont très grasses en dessous de leur grand jupe, là, des gros paquets de graisse. Fait que c'est pas très ragoûtant. Mais je veux dire, c'est comme ça. C'est les êtres humains, dès que vous les Revenez au sujet. Non, c'est dans le sujet. C'est que quand vous vous installez dans la richesse, les gens se mettent à dégénérer. Puis dans l'extrême richesse, ça va dans... Regardez Hollywood, là, ça, on tous drogués. J'ai jamais compris pourquoi les gens se versaient de l'alcool dans la gorge. Je l'ai jamais compris. Je le fais pas, moi. Je le fais pas, je comprends pas. Perdre ma tête, dire n'importe quoi, déparler, risquer un accident de voiture, en tout cas. Mais c'est comme ça. Les gens, c'est naturel. Il y a, en passant, juste parce que c'est passionnant en passant, il y a 4 mécanismes de destruction de richesse dans l'espèce humaine. Le premier, c'est le loisir. Mais ça, c'est normal, c'est bon. Le loisir, vous travaillez toute la journée, ben là, vous voulez vous reposer le soir, vous allez jouer au pool ou bon, ça va. Mais ça détruit la richesse. Vous achetez une table de pool, vous achetez des équipements de sport, bon. Le deuxième, c'est la fête. Ça a été étudié par les sociologues. La fête est un phénomène qui existe partout dans toutes les cultures humaines. C'est-à-dire que régulièrement, à date fixe, le 24 décembre, à part quand vous êtes catholique, etc., vous avez une fête précise, les gens ramassent de la richesse en prévision de la fête, le gros party, puis là, dans une fête, ben là, vous gaspillez la nourriture, vous garochez des morceaux de gâteau, les gens sont sous, bon, ils partent, il y a des papiers partout. Après la fête de Noël, il y a des papiers partout dans la maison. Ça traîne partout, il faut tout nettoyer. Bon. Le troisième, c'est la guerre. La guerre, quand vous avez en passant, vous noterez une chose, c'est que les 4 trucs dont je parle, les quatre façons de détruire de la richesse, ça augmente en intensité avec le temps et pour détruire de plus en plus de richesses. Alors, quand vous avez dans une population beaucoup trop de jeunes hommes qui sont en chômage, bien là, qui sont en chômage, ils deviennent violence des hommes. Puis les femmes veulent les pouces dans le dos, etc. Alors, les gens se lancent dans une guerre. Quand vous avez, c'est quand la pyramide des âges est déformée. Ça a été étudié par un gars comme Gaston Boutoul. Et là, vous vous lancez dans une guerre. Vous vous dites, la France, combien de millions de Français sont morts pour l'Alsace et la Lorraine qui se sont échangés pendant des siècles, des millénaires? Je le veux, c'est à moi, non, c'est allemand, non, c'est français, non, c'est... Bon. Puis, quand ils finissent la guerre, ils signent, on retourne ce qu'il y avait avant. Mais pourquoi tu as fait la guerre? Pourquoi est-ce que la Russie se bat contre l'Ukraine? Mais pourquoi tu fais la guerre? C'était pour revenir à la situation antérieure. En passant, la partie, je dis rapidement, la partie ukrainienne que les Russes ont volée, c'est peuplé de Russes. En tout cas, ça, c'est autre chose. Mais, vous dites voler, vous entendez quoi par là? Ben là, c'est l'histoire de l'Ukraine. Bon, on va y aller rapidement, mais il faut revenir au sujet qu'on avait. Là. Ouais. L'Ukraine, c'est une plaine. C'est la plaine du nord de l'Europe. Ça va quasiment jusqu'au Pacifique. Alors, il n'y a pas de frontières, sauf les rivières. Il n'y a pas de grosses montagnes comme l'Himalaya ou les Rocheuses. Alors, les Russes se sont éparpillés
La Russie a commencé à Kiev. La Russie a commencé en Ukraine. C'est un peuple qui s'est divisé en deux. Et les Ukrainiens parlent une langue apparentée aux Russes. Ils peuvent se comprendre quand ils écoutent. Et quand les Soviétiques ont créé les États russes, les États de la République fédérale, ils ont mis une partie de la Russie dans l'Ukraine pour affaiblir l'Ukraine. C'est le même principe que le West Island qui est avec des Anglais, avec des immigrants qui votent contre nous au référendum. C'est le même principe. C'est exactement la même idée. C'est un truc impérial. Quand l'URSS est tombé, on regardait les frontières. Fait que le morceau russe qu'ils ont mis en Ukraine, dont la Crimée, est resté en Ukraine. Puis là, ben, les Ukrainiens, ils ont charrié sur les Russes. Ça a déclenché. En tout cas, ils disent en anglais, ça prend 2 personnes pour danser le tango. Alors, les Américains, les Européens ont provoqué les Russes ont attaqué, ça a fait le gâchis. Puis Poutine a fait une erreur, fait une grosse erreur ici. Ça lui a coûté 1 million de morts, c'est des folies. Mais le point, c'est que ce qui se passe en Ukraine, c'est un truc historique, c'est une plaine. C'est très difficile de savoir où est la population russe. Puis les Russes et les Ukrainiens, c'est des frères. En tout cas, c'est comme ça. Bon, maintenant, on va revenir à ce que j'avais dit. J'avais dit, il y a 4 méthodes différentes de détruire de la richesse. Le loisir, ce qui est nécessaire pour refaire ses forces. Ça, c'est plutôt positif, mais ça reste un mécanisme de destruction de richesse. Vous avez la fête, qui est universelle, il y en a partout. Puis dans une fête, vous gaspillez l'argent que vous avez ramassé pendant des mois. Ensuite, vous avez la guerre, ça c'est extrêmement efficace parce que vous détruisez les 2 pays, vous détruisez les jeunes. Il y a plein de femmes. Il y a des femmes qui m'ont dit en Europe, j'avais un fiancé, mais il est mort à la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas eu d'enfant. C'était son fiancé, puis elle n'était pas assez belle pour aller faire concurrence aux autres femmes qui, elles, ont marié ce qui restait. En tout cas. Puis la 4e, c'est la décadence. Et plus la décadence, c'est que vous vous mettez à détruire votre propre pays pour avoir le plaisir de souffrir. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment ça qu'on constate. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis? Ils sont en train de détruire le pays qui était le paradis. C'était le paradis, le monde entier voulait aller en Californie. Mon père a immigré en Californie. Il est revenu, il n'a pas aimé ça, mais ça c'est autre chose. Mais les Québécois revenaient. C'est simplement ça qu'on est en train de vivre présentement, c'est une décadence. Et là, la décadence, comme à cause de l'Internet, les moyens de communication, je dis souvent ça, c'est en train de polluer la planète entière. Les Chinois sont devenus très décadents, c'est quelque chose de tout à fait stupéfiant. J'ai été dans des camps de vacances, ma femme qui était éducatrice, elle était dans les camps de vacances, puis je l'accompagnais. Des enfants font comme des ballons, gros, des obèses, des enfants de 5 ans. Je veux dire, en tout cas, puis les Arabes, c'est très clair dans le cas de l'Arabie Saoudite. Les gens me le disaient au Maroc, en Algérie, ils disaient, ils viennent ici, ils se cachent dans les hôtels, puis ils se baignent dans des... Ben, pas tous, mais c'est ce qui faisait scandale. Ils se couchaient dans une baignoire pleine de champagne, des putains. Puis là, ben, quand ils se font prendre, ben là, ça fait un tapage d'enfer. C'est les Arabes d'Arabie Saoudite, les Saoudiens, qui ne travaillent pas, qui vivent du pétrole. Puis, ils dégénèrent. Puis là, l'humanité entière est prise dans ce... Parce qu'il n'y a plus personne qui se bat. Personne qui a tué un ours pour survivre. Ou qui a... Je l'ai déjà fait, moi, j'étais coureur de bois, j'étais géophysicien. Puis je m'assoyais dans la forêt, puis je dis au gars qui est avec moi, dis-moi non, s'il n'y avait pas la ville, là, qui nous amène des sandwichs qu'on mange, puis le Coca-Cola qu'on a apporté, on mange quoi? Si on est pogné à vivre ici? Il n'y a rien d'autre, là, t'enlèves toute la civilisation. Ah oui? Effectivement, un petit problème, un gros problème. Bon. Comme le niveau de vie a augmenté très, très rapidement, ça s'est fait en Chine, ça a été en 30 ans. Ils sont passés du bol de riz puis de la famine à des gens qui étaient millionnaires. Moi, j'en ai vu, il y a toutes sortes d'histoires en Chine. Je me souviens d'un gars qui faisait des violons. Un bon luthier, mais c'était un gars qui faisait des violons pour les Chinois. Il faisait des violons, puis les Chinois, ils achetaient ces violons 25, 30 $. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a donné un vieux violon cassé, qui avait dû être abandonné. Puis il a regardé ça, il a dit, je peux faire mieux. Il a fait mieux. En tout cas, il a fini par faire des violons, puis il a été dans une foire internationale,
puis il a offert ses violons à 200 $. Fait que ça c'est parti. C'est parti en 10 minutes. Bon, non, j'ai vendu 10 violons comme ça. C'est parce que j'ai pas mis assez. Il est retourné chez eux, il a engagé des gens, il est retourné dans la foire l'année suivante, il a amené 500. Ça s'est tout vendu en 10 minutes. 500 $, c'était pas assez. Bon, le gars, c'est devenu un luthier extrêmement important, millionnaire. C'est un gars qui est parti du bol de riz et de la famine. Il y en a plein de ça en Chine. Alors, l'impact, nous, c'est ce que je dis souvent aux gens, je dis, les gens n'imaginent pas le dommage que l'Internet est en train de faire dans une civilisation comme l'islam, par exemple. Avant, l'islam était complètement fermé. Dans le Coran, Mahomet, il dit faites-vous pas amis avec des chrétiens puis des juifs. Ils vont vous faire douter de votre foi. Restez entre vous, dans la Oumma, écoutez-les pas, les chrétiens puis les juifs, ils vont mettre votre foi en danger. Ben aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet, ça tombe du ciel. Ça vient des satellites de communication. Fait que nous autres, on a développé, on est décadent depuis longtemps, ça fait longtemps que l'Occident est en retrait, là, on fait depuis 1900 à peu près. Le maximum que l'Occident a obtenu de puissance, c'est vers 1900. Puis après, bien, surtout à cause des 2 guerres mondiales, ça a baissé, ça n'a pas eu l'air si grave que ça, parce qu'il y avait les enfants de l'Europe, la Russie et les États-Unis qui se sont battus, mais l'Occident a vraiment commencé son déclin, sa décadence vers 1900. Chose intéressante, aux États-Unis, c'est en 1901 que les Autochtones ont recommencé à augmenter. Ça s'est croisé à ce moment-là. Et les Américains sont devenus très puissants, puis ils ont inventé un paquet de trucs. En passant, je parle souvent aux gens, comment ils appellent ça, donc? Les vols culturels, là, comment ça s'appelle? Les vols culturels? Appropriation culturelle. Oui. Vous savez, quand Justin Trudeau, que j'aime pas, je n'ai jamais aimé, c'est un ethnocidaire, tout ça, je n'ai rien en faveur de lui. Mais il s'était habillé en indien pour l'Halloween, où il s'était habillé avec la face noire. Et où l'insulte? Ah, c'est de l'appropriation culturelle, tu n'as pas le droit de te mettre le Blackhawks de Chicago, c'est du vol culturel. Mais avez-vous vu comment les Autochtones vivent? 99% de leur culture moderne, c'est du vol de l'Occident. Ils n'ont rien inventé de ça, les voitures, les trottinettes, l'électricité, les médicaments. Quand ils ont fait Blanche-Neige, de l'appropriation culturelle pure et simple, ils prennent Blanche-Neige, l'histoire originale, puis Blanche-Neige devient noire, parce qu'il faut être consensuel, tout ça. Les nains n'existaient plus, c'est devenu des grands jacks, des grands... C'est plus que de l'appropriation culturelle, c'est de la destruction culturelle. Bon, l'Occident, ça fait longtemps qu'on est en décadence et on a développé des anticorps contre, par exemple, tout ce qui est sexe. Là. Vous savez, ben, il y en a plein dans la publicité. Les femmes presque nues, des corps superbes, qui se cachent derrière des voiles, mais enfin, c'est tout étudié pour exciter sans rien montrer, entre vous connaissez. Moi, je l'ai vécu une fois, puis ça, je le raconte souvent parce que ça m'a frappé. Je m'occupais de beaucoup de pays dans le monde, directeur régional de 32 pays. Puis il fallait que je me rende au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Or, les économies de ces 3 pays-là ne sont pas imbriquées. Ils sont imbriqués un peu, mais pas beaucoup. Alors, pour aller au Maroc, il fallait que je passe par Paris. Alors, je prends l'avion à Paris. Là, ben, à Paris, dans l'aéroport, vous voyez 2 homosexuels qui s'embrassent. Vous voyez la fille de Christian Dior qui est complètement nue, mais il y a un voile qui, par hasard, cache tout ce qu'il faut cacher, puis montrer tout ce qu'il faut montrer. Vous avez le mendiant là, avec des anneaux dans le nez. C'est ça que vous voyez à l'aéroport. Sur les panneaux. Sur les panneaux dans l'aéroport, à l'extérieur, etc. Ah, vous voyez, ben, le truc habituel en Occident, là, la liberté. Bon. Prenez l'avion, vous rentrez au Maroc. Il n'y en a plus. Il y a des mendiants. Oh, il y a beaucoup de mendiants au Maroc. Mais c'est fait d'une façon religieuse, là, de façon... bon. Fait que ils font des annonces pour le lait. Alors, c'est une femme habillée avec son hijab. Elle annonce le lait.
Et vous ne voyez pas, c'est pas ouvert en V ici, là. Tout est fermé, là. Tout est fermé. Bon, là, fait que vous voyez ça, vous ne voyez pas d'hommes et de femmes qui se promènent main dans la main. Vous voyez des hommes se promener, il y a beaucoup d'homosexualité, évidemment, ils n'ont pas accès aux femmes, bien sûr. Mais vous ne voyez pas de couple qui se promènent main dans la main. C'est pas dans la culture. Fait que là, vous voyez ça, vous vivez là-dedans, faites vos affaires. Prenez l'avion, vous rentrez à Paris. Là, c'est l'aéroport qui recommence. Le gars qui est en train de se coucher son marijuana. Ouais. Prenez l'avion, vous allez en Algérie. Vous arrivez en Algérie, hop, les femmes, le lait, puis les femmes marchent derrière l'homme. Enfin, ça a beaucoup changé, l'Algérie, mais il y en a encore. L'important, c'est que la proportion de femmes qui sont soumises à leur mari est encore très forte. Ils diront ce qu'ils veulent, là, on le voit quand on y va. Mais il y a beaucoup de jeunes, là. C'est pas monolithique, là. Nous autres non plus, d'ailleurs, en passant. Moi, je connais des fondamentalistes religieux au Québec, on est surpris de découvrir qu'il y en a encore. Il y en a encore, des vrais Québécois de souche, qui vont à l'église, qui vont à la messe, bon, puis qui font attention de ne pas faire de péché. Ah, ça recommence. On reprend l'avion, on revient à Paris, ça recommence. Il faut attendre l'avion, hein, on a 8 heures à passer, puis on se promène dans l'aéroport, puis là, on voit qu'ils vendent des revues pornographiques, puis c'est là, on n'a qu'à le prendre, puis aller regarder. Puis là, on va retourner en Tunisie, puis ça recommence. Bon. Là, il y a un Arabe, il y en a plusieurs que j'ai connus, ils viennent en France pour la richesse, pour travailler, puis là, le gars, il tombe là-dessus. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Les femmes sont presque toutes nues dans les rues, des mini-jupes, puis ils montrent leur sein, puis des belles femmes, puis des femmes riches là, qui sortent de grandes voitures. Ils deviennent fous. Fait que, en tout cas, je ne peux pas employer l'expression trop vulgaire, mais le gars, il passe 2-3 semaines à Pigalle. Puis là, ben, c'est les putains, c'est les spectacles de filles tout nues, puis évidemment, la drogue, les Arabes prennent beaucoup de drogue, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Peut-être probablement parce que c'est interdit. Ils boivent de l'alcool, tout ça. Puis là, le gars, ça dure pendant, je ne sais pas, je n'ai pas de cas particulier, mais c'est clair que ça dure 2-3 mois. 2-3 mois, là, se lancer, là, comme je dis, on n'a pas idée de la catastrophe que l'Internet peut faire. Le gars, il se lance dans le fun. Puis au bout de 2-3 mois, là, quand ses hormones sont tombées à un très bon niveau, qu'il n'a plus envie là, de courir les putains, le gars, il regarde ça et il dit, oui, mais moi, là, je ne veux pas que ma soeur, ma fille, ma femme, ma mère voient ça, qu'ils vivent ça. J'en veux pas de cette merde-là. Parce qu'il reconnaît lui-même que c'est de la merde, que c'est toute la partie vaseuse de l'humanité. Puis là, le gars, il devient, pas tout le temps, mais souvent, il devient très, très strict. Non, je n'aurais pas de ça, puis il faut que ce soit la charia, puis il faut contrôler, puis punir, tuer les homosexuels, ben, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans la charia? Et ça, c'est des sociétés fermées. Arrive l'Internet dans les années 90, surtout aujourd'hui, où là, ça commence à tomber du ciel avec les Starlink d'Elon Musk, qui encore une fois fait le bien. Comme je vous disais tantôt, Elon Musk, il a juste été productif dans sa vie. Il lance des révolutions, il améliore les choses. Comment je demande tout ça aux gens? Dis-moi un truc où il fait le mal. C'est mal, ça, de diminuer la dette américaine? Hey. Non. En tout cas, maintenant, quand l'Internet est rentré dans le tiers-monde, ça a été comme un coup de poing sur la gueule. Ce que le gars, l'Arabe dont je vous parle, qui est rentré à Pigalle, puis qui a été au Moulin Rouge, qui a fait des trucs imaginables, là, c'est directement dans la société. Et comme tout le monde est éduqué, parce que les gens ont été éduqués dans les pays musulmans, sont devenus bien formés. Donc, ils savent lire, ils savent. Puis là, ils tombent là-dessus. Ils n'ont pas des anticorps que nous, on a. Il y a quelque chose qui résonne. Il y a quelque chose qui résonne dans le système. Ah oui? C'est chez vous? Moi, s'il y a des gens entendent un raisonnement, dites-nous-le en clavardage, mais non, ça va bien. On continue. Encore, tout ça pour vous dire que là, ça rentre directement dans les sociétés et surtout chez celles qui produisent la richesse, c'est-à-dire les femmes. C'est les femmes qui produisent. Moi, je dis souvent des vérités que les gens ont perdu. C'est le gars qui contrôle l'argent, c'est lui qui est riche, c'est lui qui contrôle. Non, c'est les femmes qui produisent la richesse. Les femmes, ils font les enfants, mais pas pendant 9 mois, ils les éduquent pendant 20 ans, puis elles tiennent à le faire. Même ici, aujourd'hui, quand il y a des divorces, les femmes veulent les enfants. Une de mes soeurs qui m'a dit, il n'y a pas personne qui va m'enlever les enfants que j'ai eus dans mon ventre.
point à la ligne. S'il faut, elle serait sauvée au Brésil. C'était non. Non, 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 non. Bon. Alors, les femmes produisent des enfants, elles les éduquent. C'est un travail gigantesque, faire les devoirs, là. 6 ans, 7 ans, 8 ans, il faut le faire, ça, plutôt que d'aller jouer au hockey, d'aller jouer au pool. Bon. Les femmes, elles s'occupent de la maison, elles s'occupent de la richesse, elles s'occupent de leur mari, parce que les femmes, elles aiment les hommes. C'est des idées de fous, là, que les femmes, ils n'aiment pas leur mari, puis ils ne veulent pas bien les traiter. Il y a plein de blagues là-dedans, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Fait que les femmes, en plus de faire tout ce travail-là, puis que les hommes s'attendent à ce qu'elles le fassent, les hommes s'attendent à ce qu'elles élèvent les enfants, à ce qu'elles s'occupent de la maison, à ce qu'elles lavent la vaisselle, ils s'attendent à ça. Ils condescendent à faire leur part. Mais il y a quelque chose, il y a une différence entre égal et équitable. C'est pas la même chose. Bon. En plus de ça, les femmes travaillent. Fait que là, c'est les femmes qui produisent la richesse dans un pays. Et quand la décadence arrive par Internet et tombe dans un pays comme l'Afghanistan, où puis les femmes sont instruites, c'est-à-dire qu'elles sont au courant de Marx, elles sont au courant de tout ça, l'Algérie, tout ça, c'est comme s'ils recevaient un coup de poing sur la gueule. Tout change dans la société. Et si vous voulez changer une société, il y a une seule chose qui est essentielle à faire. C'est la seule chose essentielle à faire. Éduquer les femmes. Si vous éduquez les femmes, le pays change. Parce que c'est elles qui éduquent la génération suivante et surtout la génération suivante de productrices de richesse. C'est-à-dire les femmes. Et ça tout change dans le pays au bout d'une génération. Alors, c'est ça qui est en train d'arriver avec l'Internet. La dégénérescence des élites est quelque chose d'universel. C'est devenu très, très courant. Et en Occident, nous, on est habitués à ça. Alors, ça ne nous choque pas. Puis toutes les inventions, les nouveautés viennent d'Amérique du Nord. Puis le Québec a fait sa part pour créer des nouveautés, mais on est largement en dessous des Américains là, qui en ont créé dans tous les domaines. Pensez à Hollywood, bon, tout ça. Là. Toute la création de richesse. Maintenant, le Québec. Monsieur Nantel. Oui. Ouais. Juste vous dire ce que vous parliez là, de la porno, puis c'est important ce que vous dites là. Le web aussi, là, fait table rase des cultures, des nations. C'est un outil de manipulation énorme. Et il disait que les vidéos porno prend au-dessus de 50% des vidéos là, sur le web. C'est énorme, énorme, énorme. Et qui contrôle la pornographie dans le monde? Oui, mais honnêtement, est-ce qu'on s'en préoccupe? Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est parce que vous parliez de la splendeur de la culture américaine. Mais ces films porno-là, ils viennent de où? Ah, ça c'est intéressant. Avant, ils venaient d'Hollywood. Là, ça commence à émigrer vers la Nigeria. Et il y a aux Indes, c'est Bollywood. Aux Indes, c'est ça que je vous dis, c'est comme un coup de poing sur la gueule qu'ils ont reçu dans les derniers 30 ans. Il y a 30 ans en Inde, il était interdit de montrer un baiser à la télévision ou dans un film. Aujourd'hui, on voit les deux qui sont couchés et qui baisent, puis c'est comme ici. Bon, c'est occidentalisé au maximum. C'est pas méchant. Les gens sont pas méchants. Les gens, il y en a qui sont méchants, des malades. Mais la majorité des êtres humains se contentent de vivre. Ils sont nés dans le monde où ils sont nés. Puis là, ils se font dire, quand ils sont jeunes, les Blancs, c'est des méchants, c'est des écœurants, ils ont colonisé, ils ont volé les ressources du tiers-monde, blablabla. Puis les capitalistes, tout ça. Puis ils embarquent là-dedans, puis ils essayent de se faire aimer. Puis quand il n'y a rien de plus étonnant, il y a un gars qui s'appelle, je ne me souviens plus son nom, en tout cas, c'est un Américain. C'est un gars qui a tout réussi par lui-même, devenu millionnaire par lui-même, puis il va sur les cégeps, pas les cégeps, les campus américains pour parler à des gars qui étudient faire des doctorats. Là. Puis il les aplatit là, avec des vérités de base, parce que lui a vécu ce que c'est que de bâtir de la richesse par lui-même au lieu de se laisser vivre par les autres. En tout cas, mais tout ça pour vous dire que
pour l'essentiel, les Américains sont en décadence. L'Occident est en décadence. Si quelqu'un dit que l'Occident est en décadence, ben là, ils n'écoutent pas ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, les miraculeux 20 millions d'immigrants illégaux, ils attaquent les gens dans les rues. Ils se passent ça. Comme là, à New York, ils ont mis des policiers dans le métro parce que les gens se faisaient pousser devant les trains. Là. Il y avait des meurtres qui se faisaient. Ils ont rempli le métro de policiers. Ce qu'ont fait les bandits, ils se sont sauvés. Ils ont été attaqués ailleurs. Puis là, ils sont rendus, c'est commencé depuis quelques semaines. Vous avez une vingtaine de gars qui se présentent dans Greenwich Village. Je ne sais pas si vous connaissez New York. Greenwich Village, c'est dans le sud-ouest de Manhattan. Ils choisissent une maison qui est riche, avec une voiture riche devant. Ils défoncent la porte, tassent pas bonhomme, puis ils fouillent, ils prennent tout ce qu'ils veulent. Les coutelleries, tout ce qu'ils veulent, puis ils s'en vont. Les policiers ne sont pas là, ils sont dans le métro. Ils volent, ils rentrent, puis il y a les élites à New York favorisent les bandits. Par exemple, c'est en Californie, ça. Je ne suis pas sûr pour New York. Si vous volez pour moins de 1000 $, c'est pas un crime. Si vous volez pour 999 $, ouais. Ben là, le résultat, c'est que les gars, ils se font arrêter par la police parce que c'est un misdemeanor, c'est un méfait. C'est quelqu'un qui n'est pas gentil, comme casser la vitrine, la vitre de la maison du voisin. C'est un méfait. Alors, le gars, il l'amène devant un juge, le juge le libère. Immédiatement. Donc, le gars retourne, il a été arrêté il y a 1 heure. Ah, ouais. Il retourne au magasin où il a volé, puis il dit, ben là, je suis revenu, là, j'ai besoin d'un affaire, il prend un truc, puis il passe la porte. Bon. C'est l'anarchie qui s'installe, c'est les Américains, l'Occident est en décadence. L'affaire des migrants, vous pensez que c'est la première fois que des pauvres du tiers-monde ont eu l'idée d'aller envahir l'Europe? Non, avant, ils avaient bloqué les portes, puis ils retournaient les migrants chez eux. Va-t'en chez vous, t'as pas d'affaires ici, t'as pas payé pour ça. C'est drôle, l'ancien premier ministre du Kenya, il fait une conférence, puis il dit, les gens disent, Trump, il a coupé l'aide au tiers-monde. Il dit, est-ce que c'est votre pays, les États-Unis? Avez-vous payé des taxes? L'ancien premier ministre du Kenya. Oui, c'est bien ça. Avez-vous payé des taxes aux États-Unis? Mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec leur argent. Puis en passant, moi j'ai travaillé dans ce domaine-là, il y a beaucoup de mépris, mais le mot mépris est trop fort, mais c'est un peu ça, là, pour l'aide au tiers-monde donnée par des pays comme le Canada qui pensent en fonction de leurs intérêts, pas de leurs intérêts, de leurs idéologies. Je me souviens quand je travaillais justement avec toute l'Afrique noire. Pas vrai, pas toute l'Afrique noire, j'avais 13 pays. En tout cas, toujours est-il que la patronne, elle me dit, tu vas aller développer, tu vas demander aux représentants résidents au Sénégal de développer tous les systèmes pour les femmes. Pour que les femmes puissent devenir autonomes, puis avoir de l'argent, puis mener leur propre vie, puis libérer du machisme au Sénégal, un pays musulman. Ouais. Alors, je me présente, je me plante devant mon représentant résident. J'ai dit, on a un nouveau programme pour aider les femmes Le gars me regarde d'un drôle d'air. J'ai dit, parce que pour aider les femmes à devenir autonomes, puis il n'en veut pas. Il est habillé en djellaba, il est habillé en arabe. Puis il dominait. Non, mais moi, je fais ma job. Puis il me regardait d'un drôle d'air, puis il dit, ah ben, écoute, envoie-nous l'argent. Envoie-nous l'argent, on va le développer, on va suivre ce que vous dites. Ouais. Donne-moi l'argent. Ah, c'est ça. Donne-moi l'argent, on va s'en occuper. Monsieur Martin, j'étais rendu au Québec. Il nous reste deux sujets, là. La démographie au Québec. Puis, je veux que vous me parliez en terminant de la fameuse péréquation. Parce que oui, on surveille que le Canada risque d'éclater. Mais certains au Québec nous disent, hey, si on perd l'Alberta, on n'aura plus de péréquation. Gardez-nous ça pour dessert. Terminer le volet démographie au Québec, vers où on s'en va? Bon, écoutez, c'est très clair, là, vous-même, tout le monde, mes nièces m'en parlent, mes voisins m'en parlent, il y en a trop. Le premier ministre en parle, tout le monde le dit, il y en a trop. Ben oui, mais c'est ça le plan. C'est ça le plan depuis 265 ans. On va les noyer avec des immigrants, ils n'existeront plus, ils vont disparaître. C'est ça le plan. On n'a jamais contrôlé nos frontières, notre immigration, notre territoire. C'est quelqu'un d'autre qui a décidé ça. Puis quand Trudeau... quand Legault a dit on veut pas plus que 50 000 immigrants, 50 000 immigrants, c'est un nombre fou. C'est fou.
Personne ne fait ça sur la planète, nulle part, nulle part, nulle part. 50 000 immigrants par année, c'est à peu près 1% de la population québécoise souche au Québec. Ben non, mais c'est du suicide, ça. Au bout de 50 ans, on est minoritaire. Bon, c'est pas compliqué à comprendre. Et c'est déjà trop. Quand le gars a dit on veut un maximum de 50 000, puis il y avait les syndicats avec lui, tout ça, comment est-ce qu'il s'appelle, Trudeau, il a présenté le grand doigt. Il dit, c'est pas vous autres qui décidez du nombre, c'est nous. Puis ça va être 150 000 ou 200 000. On est à 600, plus que 600 000 immigrants temporaires. Ça veut dire quoi, ça, temporaire? Temporaire parce qu'ils vont rester ici 2 siècles? Je ne sais pas ce que ça veut dire temporaire, mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont là. Et le but, c'était ça depuis le début. Encore une fois, le Québec est quelque chose, les Québécois sont beaucoup plus forts que ce qu'ils pensent. Parce que le Québec, c'est toujours vidé, c'est des réalités géopolitiques. C'est de la géopolitique, c'est pas le gros méchant Pierre-Éliott Trudeau, puis le dieu René Lévesque. C'est simplement la nature du Québec. Les 3 choses défavorisent le Québec. La première, c'est les 2 langues difficiles à apprendre. Pour quelqu'un qui parle ni anglais ni français, c'est très pénible de vivre au Québec. Il faut apprendre 2 langues difficiles, puis c'est difficile d'écrire l'anglais. Je sais, oui, puis M. Nantel, c'est là qui est important, parce que moi, je suis dans la région de Québec, je viens de la région de Québec, puis je regarde le phénomène démographique dans la région de Montréal, puis on m'en parle aussi à Trois-Rivières, Sherbrooke et autres, où on anglicise certaines petites villes, petits quartiers, mais à Montréal, le phénomène est vraiment rendu très important. Si on enlève l'obligation d'apprendre le français, si on ne pense pas à renforcer la loi 101, sortir le cégep du financement scolaire, il doit redevenir francophone, le cégep. Ça devient une urgence parce que effectivement, si on veut perdurer dans le temps, l'apprentissage de la langue française est primordial. Parce que si on ne l'oblige pas, et là, on a juste à imposer l'anglais. L'hindou qui vient ici au Québec, c'est déjà parler l'anglais. Je suis pas d'accord avec vous là-dessus que c'est pénible d'apprendre l'anglais puis le français. La plupart arrivent ici, connaissent l'anglais et leur langue d'origine. Et là, ça devient difficile de franciser ces gens-là parce que quand ils retournent chez eux le soir, ils vivent dans des quartiers anglais. On le vit maintenant très intensément dans la ville de Laval. Je le vis intensément, énormément dans la ville de Longueuil, où là, aller sur le boulevard Tachereau, puis j'ai rénové 5 écoles il y a 3 ans dans la région de Longueuil. À tous les matins, je voyais les élèves rentrer. Regardez dans les rangs, là, il y avait peut-être, je vous le dis, la proportion d'enfants qui venaient de l'extérieur était énorme. Et il n'y a pas une école à Longueuil qui n'a pas des roulottes derrière pour augmenter le nombre de locaux. Puis c'est pas des Tremblay du Lac-Saint-Jean qui viennent remplir ces locaux-là. Là. Regardez les écoles à Longueuil, un peu partout, ils ont toutes des roulottes pour faire face à cette montée extrême de la population. Ouais, là, il y a Denis Prudel qui a perdu son poste. Avec, hein? Il y a des conséquences à voter non au référendum par perte de contrôle. On avait la chance de prendre... En passant, on vient d'avoir une élection. Vous parlez du problème là, des immigrants qui sont trop nombreux. On avait le choix. On pouvait voter pour les conservateurs qui veulent diminuer l'immigration. Ah, on va voter pour Carney parce qu'il va se lutter contre Trump. C'est peut-être pas qu'à niaiser. Ce qui est important, c'est l'immigration. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, je vous l'ai déjà dit, on ignore le nombre de millions d'immigrants qui sont passés par Montréal depuis 265 ans. Bon, les gens viennent, ils s'en vont. Quand il y a eu l'ouverture du chemin Roxham, je me souviens de ça, ça m'avait frappé. À un moment donné, on a voulu faire une vérification de ceux qui étaient rentrés. Il y en avait déjà 25% qui étaient rendus à Toronto. Le but présent des moi, dans un Dodge Québec, M. Nantel, là, ces gens-là qui sont à Toronto, ils ont encore une adresse à Montréal pour bénéficier de nos généreuses aides de toutes sortes? Ouais, ça, on n'oserait pas faire ce ménage-là, ben non.
Pourquoi est-ce que les immigrants viennent ici? La question est à poser la question. Quelle est la raison? Ce pas des gens méchants, hein? Ben non, c'est ça. Non, attention, attention, oui. je viens de dire quelque chose de faux. Ils ne sont pas tous méchants. Il y a vraiment des bandits qui sont rentrés par la frontière sud américaine par centaines de milliers. Il y en a eu des centaines de milliers. Ils sont dans les rues actuellement aux États-Unis, puis ils tuent des gens, puis ils volent, puis ils violent, puis ils défoncent les magasins. En tout cas, c'est une vraie folie. Mais la majorité des immigrants qui rentrent, ils viennent ici pour la richesse. Puis je dis souvent aux gens, d'abord, est-ce que c'est de la richesse, 62 milliards de dollars de dette, de déficit par année? C'est-tu de la richesse ou de la pauvreté? C'est de la pauvreté. C'est un impôt différé. La dette, c'est un impôt différé. Et ils sont en train de gonfler. La vérité, je l'ai dit, j'ai commencé à le dire tantôt, je n'ai pas fini de le dire. Je disais ça à ma soeur l'autre jour, j'ai dit, je suis avec toi, totalement avec toi, c'est le moyen. Toi, tu voudrais qu'il continue d'imprimer de l'argent, puis qu'il continue, parce que ça fonctionne depuis ta naissance, ça a toujours marché. Je crois que ce qu'essaie de faire Trump et Musk, ça va échouer. Je peux me tromper, j'espère que je me trompe, mais je ne me trompe pas. C'est trop énorme. Ils ont 2,5 trillions de dollars de déficit par année. C'est en croissance exponentielle, ça crève le plafond. C'est pareil au Canada. La richesse est en train de disparaître. Ce qu'on fait, nous, on a voté, supposément pour que Carney nous défende, mais Carney va continuer d'envoyer des centaines de milliers d'immigrants dont on n'a absolument pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Et qui a demandé des centaines de milliers d'immigrants au Québec? Personne au Québec, sauf peut-être les anglophones du West Island, puis même les autres. La raison pour laquelle on existe, qu'on a survécu, c'est que le Québec se vide vers les autres provinces. Dans les autres provinces, c'est devenu insupportable. Ce dont vous vous plaignez pour Longueuil puis Sherbrooke, là, les conteneurs dans la cour de l'école pour adopter les enfants, c'est pire dans les autres provinces. Parce que, juste pour nuire au Québec, il faut qu'ils détruisent le Canada anglais. Il y a une pression présentement, puis là, ben, il n'y a pas de place pour les mettre. Alors, s'ils font rentrer 10 millions d'immigrants de plus, ben, là, le problème, dans ce moment, il est très concret. 800 000 Haïtiens qui risquent la déportation aux États-Unis. Ça, on en parle depuis longtemps. Je l'ai dit, quand Trump va rentrer, toutes les raisons au monde pour rouvrir nos frontières, pour accueillir les misérables de Donald Trump. Ici, ça va être très populaire. Un politicien, surtout dans l'état actuel de l'opinion publique, si tu vas dire que c'est pour les enlever des griffes du méchant Trump, tu deviens un politicien des plus populaires au Québec et au Canada. Là, tu viens de rassurer ton élection. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est facile, il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à, c'est ce que les gens disent. Ils ont juste imprimé de l'argent. Ils ont imprimé de l'argent. Oui. Fait que c'est ce qu'ils faisaient aux États-Unis. Ils donnaient littéralement des cartes de crédit avec de l'argent dessus aux migrants qui étaient rentrés légalement, puis ils les installaient dans des hôtels 4 étoiles, 5 hôtels. C'était pareil à Montréal. Même chose, même principe. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire ça. C'est ce que je disais tantôt par rapport à Karl Marx. Karl Marx, il a fait une critique décapante du capitalisme. Parce qu'il trichait, les capitalistes trichaient. Bon. Ben oui. Mais il n'a pas exprimé comment ça il a pas dit comment ça marchait le communisme puis les trucs de gauche. Ah, ça, il l'a pas dit. C'était censé fonctionner par. En tout cas. On ne peut pas, pour dépenser 1 milliard de dollars, il faut produire plus qu'1 milliard de dollars en richesse. Alors, ça ne peut pas fonctionner. Si on a 62 milliards de dollars de déficit au Canada, si vous faites rentrer vos 800 000 Haïtiens, là, qui vont tout embarquer sur l'aide sociale, tout saute. Puis savez-vous ce qui va se passer? C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ce que j'avais dit tantôt, ce que j'avais commencé à dire. J'ai dit à ma soeur, je suis dans le même bain que toi, je pense qu'ils peuvent imprimer de l'argent. Je pense qu'ils peuvent l'imprimer, je pense même, je suis un peu méchant en disant ça, mais c'est ce que je pense. Je pense que c'est salutaire d'imprimer de l'argent comme ça, parce que ça va créer de l'hyperinflation. Vous avez compris ce que je dis? L'hyperinflation va être salutaire. La raison, c'est que... Ils veulent régler leur dette de même. C'est le même qui compte. C'est le même qui compte. On a une dette, ben là, je ne sais pas pour lequel je me souviens plus du Canada, là, parce que je suis moins ça depuis Trump. Là. Mais aux États-Unis, ils doivent, s'approche de 37 trillions de dollars de dette. 37 trillions, c'est des chiffres fous. Ça augmente
plus rapidement tous les 3 mois que ce que coûte toute l'armée américaine. Ben, moi, ça fait longtemps que je le dis, M. Nantel. Puis on le voit là, avec Trump, il a essayé sa solution miracle avec les frais de douane. Ça ne marchera pas. Non, mais l'idée de Trump, c'est de faire 3 choses. D'abord, arrêter l'hémorragie en diminuant les dépenses inutiles. Il faudrait qu'il en prenne au moins 1 trillion. 1 trillion. Ils ne savent pas faire ça. Elon Musk a dit 350 milliards. C'est le tiers. Puis, M. Nantel, il faut juste savoir aussi que l'hégémonie de l'armée américaine puis de tout le pétrodollar est en train de leur sauter d'en face. Donc ça, c'est des gros privilèges qui leur permettaient d'avoir cette dette-là, sans conséquence. C'est nos parents qui avaient accumulé de la puissance en ayant beaucoup d'enfants, en payant les dettes de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est fini, on est en décadence, l'Occident est en train de tomber. Maintenant, Trump, ce qu'il essaie de faire, c'est d'arrêter le phénomène. Ça ne continuera pas parce qu'à cause de l'Internet, des moyens de communication, ça s'est éparpillé à la grandeur du monde. Le monde entier est en dépopulation. Puis c'est des chiffres tout à fait stupéfiants. J'en ai publié plusieurs récemment. Et les immigrants, ils viennent dans quelque part. Ils viennent des pays pauvres où ils ont des baby-booms. Un baby-boom qui n'a pas beaucoup d'enfants. Je demandais à des musulmans puis à des Haïtiens à Montréal, puis ils ont 1, 2, 3 enfants, mais des familles de 12, c'est fini, ça. Les Québécois, c'est parce que là, c'est en train de s'équilibrer à une vitesse folle. Puis là, ce qui est en train de s'équilibrer également, c'est les niveaux de richesse. Je ne sais pas où les gens se promènent en voiture à Montréal, mais moi, quand je me promène en voiture à Montréal, c'est plein de trous. C'est tout cassé. Les trottoirs sont tout rognés par les déneigeuses. Les trottoirs sont tous craqués. Vous avez, ils ont mis des trucs pour attacher les vélos. Je ne sais pas pourquoi les gens les brisent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est brisé. C'était tous des beaux quartiers, ça, dans les années 50, 60, montés par des Canadiens français. Puis il n'y en a plus. Qui est au pouvoir? C'est le Drapeau. Drapeau qui est un gars qui voulait toujours l'équilibre budgétaire, qui s'est mis dedans avec les Olympiques, mais ça, c'est autre chose. Et puis là, on s'est ramassé avec Tremblay. Mais là, l'idée aux États-Unis, pour prendre les États-Unis, parce que c'est un cas frappant, ils ont 37 trillions de dettes. Alors, c'est facile, ils ont juste imprimé 35 trillions de dollars. C'est facile. Il n'y a qu'à. Qu'est-ce qui se passe, par contre, si on imprime 37 trillions de dollars pour payer les dettes américaines? Ben, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que si vous avez, on va faire ça simple, dans une économie, si vous avez une voiture, une seule voiture, puis que vous imprimez 100 dollars, la voiture, elle vaut 100 dollars. Si vous imprimez 1000 dollars, la voiture, elle vaut 1000 dollars. Si vous imprimez 1 milliard de dollars, la voiture, elle vaut 1 milliard de dollars. Il y a une relation entre la production d'un pays et la quantité de monnaie qu'il y a d'imprimer. Et si vous imprimez 37 trillions de dollars, ben là, automatiquement, tous les prix vont exploser. Parce que les dollars, c'est du papier, c'est même pas du papier, c'est des chiffres sur un ordinateur. Alors, votre voiture qui valait 1000 dollars, si vous avez imprimé 1000, si vous imprimez pour payer votre dette, vous imprimez 1 milliard de dollars, ben votre voiture, elle vaut 1 milliard de dollars, mais ça fait une belle inflation, une hyperinflation. Et votre pension idéale de 100 000 dollars par année, si la voiture coûte 1 milliard, ça ne vaut pas grand-chose. C'est arrivé dans beaucoup de pays, ça. C'est arrivé à la fin du RSS, c'est arrivé au Zimbabwe à 2-3 reprises, c'est arrivé entre un paquet de pays. Si vous imprimez, le Liban actuellement, si vous imprimez de l'argent en fou, c'est ça qu'ils sont en train de faire, c'est quand ils bâtissent des dettes, là, à un moment donné, il faut les payer, les dettes. Alors les gens, il n'y a qu'à, OK, il n'y a qu'à, ils vont imprimer, je ne sais pas combien. La dette, c'est un impôt différé. Alors là, il y a le calcul de bien des baby boomers. J'ai le temps de mourir avant que ça me tombe dessus. Il va falloir mes voyages dans le sud à l'hiver, pendant l'hiver, puis là, ça devrait fonctionner dans 20 ans, je devrais être mort, puis ça donne, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est tout croche. C'est pas comme ça que pensaient nos parents. C'est pas comme ça que pensaient nos ancêtres. Vous savez, les cultivateurs, les gens ne savent pas ça, mais surtout au Québec, là. Au Québec, les gens étaient éparpillés sur le territoire. Quand il y avait des bancs de neige de 3 mètres d'épais, comment vous faisiez pour vous en sortir l'hiver? C'est parce que vous aviez fait des réserves avec des pots de confiture, des pots de ketchup dans votre maison de ferme. C'est à au milieu. C'est la force, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on ne réussit pas à nous déraciner.
C'est que le Canadien français, c'est lui qui connaît le territoire. Il est devenu autochtone lui-même. Ça, on oublie ça, là, le Canadien de l'époque, le Canadien français aujourd'hui. Puis vous le disiez, dans l'histoire, on s'en est fait des frères, les Amérindiens. Les Métis dans l'Ouest canadien qu'on a éliminés, c'est pas les Canadiens français qui ont fait ça, là. C'est Louis Riel, c'est John A. MacDonald, une grande vedette du Canada d'aujourd'hui, qui est sur nos monnaies, qu'on adule. Puis les Québécois ne comprennent pas du tout ces phénomènes-là. L'histoire est importante, M. Nantel. L'histoire est faite à partir de la géographie. On parle de géopolitique. Et c'est simplement ça. C'est que ce que je dis aux gens, c'est que là, il s'est passé un truc avec les baby boomers. C'est comme ça, là. Les baby boomers, au niveau. Une de mes nièces, elle travaille avec les syndicats pour augmenter les salaires des employés de l'État. Elle me dit à un moment donné, elle dit, on a assez hâte d'entendre les chiffres du Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor, c'est ceux qui ramassent les impôts, les taxes, tout ça. Hein? Ouais. Le Conseil du Trésor, puis après, on dépense l'argent. J'ai dit, pourquoi c'est si important? C'est l'argent qu'on va pouvoir se partager. Autrement dit, dans sa mentalité à elle, puis elle m'a dit ça, comme si c'était une évidence, dans sa mentalité à elle, ou des gens avec qui elle travaille, l'État, ça sert à donner des jobs aux fonctionnaires, pas à donner des services à la population. Ça a été inversé. Alors, exactement. Ce qui se passe depuis 50 ans, c'est que plutôt que de refaire les routes, de refaire les égouts, de refaire la canalisation d'eau à Montréal, que personne ne voit. Hein. Vous ne voyez pas ça quand ils réparent les égouts, vous ne le voyez pas. Mais c'est drôlement important, c'est ça qui sort la merde, c'est ça qui amène d'eau fraîche. Ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, on va attendre un peu, on va boucher les trous, on va donner des meilleurs salaires, comme ça, ils vont nous foutre la paix, puis on va être réélus. Là, ça devient le système de spirale descendante. Puis là, il n'y a qu'à, ils impriment de l'argent. Et les folies de Justin Trudeau, qui est un pur imbécile, en passant, son père, je n'ai jamais compris ce qu'il y avait d'admirable dans son père, là, se mettre avec le plus fort contre le plus faible. Je me promène sur la rue, puis il y a 3 gars qui agressent une vieille. C'est chaud dans le tas, défendre la vieille, c'est pas pour me mettre avec les 3 contre la vieille. C'était facile à faire ce qu'il a fait Trudeau. En tout cas, c'est cheap. Son fils est quelqu'un de beaucoup moins intelligent. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des dettes. Puis là, les dettes ont été créées pour avoir la paix avec les syndicats, pour avoir de l'immigration pour détruire le Québec, puis l'immigration pour remplir 100 millions de Canadiens en 2100. Ça veut dire tout exploser, il n'y a plus rien. On ne sait même pas quelle langue va être parlée, on ne sait pas quelle race, on ne sait pas rien. Un pays, c'est juste un assemblage de montagnes puis de rivières. Puis là, ce qu'on vient de découvrir dans l'Ouest, avec la révolution, la séparation. Alberta, mais c'est des farces, ils peuvent pas. C'est un pays enclavé. Les pays enclavés n'ont pas d'avenir. C'est comme ça. C'est difficile de sortir d'un pays enclavé. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une entente avec la Colombie-Britannique pour essayer d'obtenir une sortie à l'ouest. Puis j'en ai déjà parlé de ça. Le Canada est un dinosaure. C'est un pays de l'axe Est-Ouest, du temps de la colonisation, du temps de la conquête de l'Ouest. C'est des immigrants qui venaient d'Europe, seulement d'Europe, qui débarquaient à Montréal, qui était le port en eau profonde le plus éloigné des côtes du monde entier. Alors, les gens remontaient en bateau jusqu'à Montréal. À partir de Montréal, il y avait des petits bateaux qui passaient par le canal Rideau, ces choses-là. Puis, il y avait des trains. Les gens restaient 20 minutes à Montréal, 20 minutes, 2 jours, 2 mois, 2 ans, 20 ans, 2 siècles, puis ils partaient. Alors, où sont les anglophones qui ne veulent pas se joindre à nous au Québec? Les hindous dont vous parlez, les Chinois dont vous parlez. Moi, je connais les Chinois. Les Haïtiens, disons-le. Les Haïtiens parlent français. Mais vote libéral, systématiquement, est toujours à l'encontre des intérêts du Québec. En le sachant. En le sachant. C'est pas vrai qu'ils ne savent pas. C'est pas vrai qu'ils ne sont pas, comment on dirait ça, donc? Mais c'est normal, M. Nantel, aussi, par exemple. Je tiens à le dire, c'est que le Parti libéral travaille très fort, les députés, puis ils mettent les fonctionnaires au service de ces communautés-là pour faire venir leurs familles. Et ça tisse des liens très serrés avec le Parti libéral. C'est pour ça aussi qu'il n'y a aucune logique au vote qu'ils font.
Ça n'a rien à voir avec le déficit ou quoi que ce soit. Puis on doit les comprendre. Eux aussi sont dans un défi existentiel. Et là, ils ont l'ouverture d'un gouvernement libéral qui a comme stratégie politique. C'est cette stratégie politique-là qu'ils prennent pour garder le pouvoir. Ce monsieur-là, Joseph Natilien Joseph, il est ici depuis 2017 et les gens qui ont voté pour lui ressentent à peu près tous les mêmes besoins. Les besoins de ces communautés-là qu'on parque dans des comtés finissent par troubler notre démocratie. On appelle ça la cohésion sociale. Ça fait longtemps qu'on le dit que le multiculturalisme, c'est d'atomiser la population, faire des petits groupes d'intérêt pour que par la suite, on ait dilué assez la majorité canadienne-française pour en prendre le contrôle. C'est très simple à comprendre. Si vous prenez une voiture, vous promenez dans les régions au Québec, ouais. Vous rentrez dans une patate frite là, ou une poutinerie, là. C'est des Québécois qu'il y a là-dedans. Bon, il y en a, oui, il y en a beaucoup, de façon normale. Et le reste du Québec est français. Le côté francophone du reste du Québec, c'est à Montréal, dans la région de Montréal que ça se joue. On ne peut pas continuer comme ça. Ça va sauter. Puis c'est déjà commencé. La crise dont je vous parle, là, ça fait 12 ans que je parle ça. Moi, je pensais qu'il fallait qu'il le fasse il y a 12 ans, il y a même 20 ans, quand la dette américaine était de l'ordre de 10 trillions. C'était déjà trop. C'était déjà trop. Ils sont rendus à 37. Bon. Il fallait arrêter les dépenses. Savez-vous que c'est qui a déclenché la Révolution française? C'est que le roi avait plus d'argent. 50% des recettes de l'État français servaient à payer la dette. Servaient à payer la dette 50%. Fait qu'il a fait venir tout le monde. Il a dit, on va faire venir le tiers-État, c'est-à-dire les pauvres, les nobles. Il a fait venir le clergé. Il les a tous réunis. C'était des États généraux. Puis il a dit, ben là, il faut payer les dettes. Ils ont dit, c'est quoi ces dettes-là? Puis là, ils ont découvert qu'il y avait toutes sortes de conneries. Ce que Elon Musk est en train de découvrir aux États-Unis. Toutes sortes de dépenses qu'ils donnaient aux riches pour qu'ils puissent être confortables, qu'ils puissent avoir des terres, tout ce que vous voulez. Puis les gens ont dit, mais c'est des folies, ça, puis là, ça a déclenché la Révolution française. Ce qu'a fait présentement Ottawa, c'est le vieux rêve du Canada anglais. Vite, on va en faire rentrer 10-15 millions au Québec, puis ils vont dire, ben, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ça va s'effondrer. On peut pas. Les hôpitaux, essayez de faire soigner dans n'importe quel domaine. Monsieur Nantel, on nous parle beaucoup de l'hôpital Rosemont de ce temps-ci. Allez-y à Rosemont. Je suis né là. Oui, hein, puis mais écoutez, on a à prendre soin de la misère du monde, c'est quand même spécial. Et les libéraux s'en foutent totalement, eux autres, c'est le nombre de votes qu'ils veulent. C'est nous les payeurs de taxes qui payons pour ça, on oublie ça souvent, là. Puis il y en a qui sont prêts à continuer à garrocher ça à n'importe qui. Ben écoutez, ce qui se passe aux États-Unis, les gens s'opposent carrément à ce que fait Elon Musk. Ah ouais, hein. Il essaie de rétablir l'équilibre budgétaire. Puis Trump aussi. Si les Américains ont voté par un raz-de-marée pour Trump, les gens devraient peut-être se poser la question, il y a peut-être quelque chose que les médias québécois nous ont trompés. C'est complètement, c'est délirant. Ce que j'entends au Québec sur Trump, c'est délirant par rapport à la réalité. La vraie réalité du bonhomme, de ce qu'il fait, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il est en train de faire. Il a attaqué les problèmes de fond. Là, il veut mettre un paquet de gens qui auraient dû aller en prison depuis longtemps, qu'il va mettre en prison. Bon, c'est très, très clair qu'est-ce qui est en train d'arriver. Hey, M. Nantel, justement, la prison, ouais. Son idée, là, il a acheté 250 places pour, dans la prison de Salvador pour 6 millions de dollars. Moi, j'ai dit, c'est juste pour un an. Faut-tu qu'il paye 6 millions à tous les années? Même là, je trouvais ça pas cher. Écoutez-moi bien. 250 pour 6 millions de dollars à vie. Il les garde à vie. Donc là, j'ai dit, hey, wow, quel modèle ici, nos récidivistes, là. Au Québec, mettons qu'on en loue 100 places au Salvador. Moi, je les garderais pas là à vie. Ça serait un 5 ans. Nos récidivistes ici, tu dis, OK, au Salvador, 100, ça nous coûte quoi? Peut-être 3 millions.
Hey, wow, c'est pas cher pour 100 places. T'as pas de syndicat de gardiens de prison à payer, t'as pas d'édifice, t'as pas à la chauffer, t'as pas à les nourrir. C'est tout le Salvador. T'en loues 100, puis tu vas faire passer une colonie de vacances de 5 ans. Puis t'échanges, là, après ça, parce qu'il faut qu'ils reviennent, puis qu'ils expliquent aux autres c'est quoi là-bas, là. Et je dois te dire que l'idée est très bonne. L'idée est bonne, mais moi, j'ai une affaire que je comprends pas. Quand vous mettez la main sur un assassin, un tueur en série, un terroriste, Ouais, c'est ça. mettre des bombes pour tuer des bébés, pour arracher des jambes. Hey. Mais comme on a mis la main dessus, pourquoi est-ce qu'on les laisse ressortir, même au bout de 50 ans? Moi, ce que je ferais, c'est que j'installerais dans le Grand Nord, en Alaska, dans les territoires du Nord-Ouest, des camps de prisonniers où ils seraient là à vie, des camps chauffés, tout ce que vous voulez. Et ils seraient là à vie, ils ne reviennent pas, c'est des assassins, des tueurs, des cannibales. Non, votre idée n'est pas bonne. Ça vous coûte trop cher. Moi, j'ai une idée. Non, mon idée est beaucoup moins chère que la vôtre. C'est vraiment pas cher, là. Non, mais attention, c'est les Salvadoriens qui retournent au Salvador. Ouais, hein. C'est ça l'idée. C'est que les Salvadoriens, c'est que le gars au Salvador, en passant, il a arrêté de niaiser, arrêté de jouer. À un moment donné, là, j'ai expliqué ça dans une vidéo que j'ai présentée l'autre jour là, sur le code de. En tout cas, j'en ai parlé. Ce que font les pays normaux, quand ils prennent un gars comme ça, qui a placé des bombes, etc., qui attaquait les rois, tout ça, il coupait la tête. C'est simplement le bon sens. On ne laisse pas une bête fauve en liberté. Le gars, il a fait, il a violé 50 enfants, plus tout ce qu'on ne sait pas. Mais vous ne le laissez pas ressortir. Moi, mon idée, c'est que si vous installez les gens près d'un dépôt minier, parce que j'ai travaillé dans le domaine minier, les dépôts miniers, il y a des dépôts miniers qu'on ne peut pas exploiter même s'ils sont riches, parce qu'ils sont trop loin des pays, ils sont trop loin des villes. Alors, si vous installez les gens près du dépôt minier, puis vous leur faites construire la voie ferrée, puis les faites travailler dans les mines, ils ne reviennent jamais. Il y avait juste à ne pas faire de crime. Puis vous dites, vous ne revenez jamais. Puis quand quelqu'un tue, quand c'est quelque chose de grave, là, je parle des trucs de cannibalisme, tueurs en série, les tueurs à gages, c'est la peine de mort. Oh non, c'est terrible, c'est inhumain la peine de mort. Oui, mais lui est inhumain. Ils sont rendus, on a tellement dégénéré en Occident, là, la décadence est tellement profonde, qu'en Angleterre, ils libèrent des pédophiles qui ont été condamnés pour pédophilie et les mettent dans la rue pour faire de la place à quelqu'un qui a parlé contre l'immigration, sur Internet. Ils mettent le gars en prison, puis ils libèrent le pédophile. La décadence a deux principaux moyens de s'exprimer. La première, c'est la destruction de richesses. Quand vous rentrez en décadence, les gens se mettent à détruire. Ils en détruisent-tu au Québec? Ils en détruisent à tour de bras. C'est ça qu'ils font le présentement, le gouvernement fédéral, puis les démocrates aux États-Unis en laissant rentrer 10 à 15 millions de bandits. Ils n'ont jamais gagné la tueur de leur front. C'est tous des idéologues qui viennent des universités. Ils n'ont jamais gagné une scène de leur vie. Il y en a un là, qui s'est dit épuisé, qui a pris sa retraite. Là, Gabriel Nadeau-Dubois. Wow! Il est épuisé, le petit gars. Pauvre petit gars. Fais attention. Pose-toi bien. Reviens plus nous voir, s'il vous plaît. Alors, la décadence est caractérisée par deux phénomènes. La destruction accélérée de richesses jusqu'à ce que ça brise. Sans ça, ça ferait 2 milliards d'années qu'on serait décadent. Ça ne dure pas la décadence, ça s'effondre, puis tout s'effondre, puis là, il faut repartir à travailler, faire des enfants, les nourrir. Bon. Le deuxième phénomène, c'est l'inversion des valeurs. Parce que les valeurs d'un producteur, c'est diamétralement opposé aux valeurs d'un consommateur. La façon de penser est complètement différente. Quand vous êtes un producteur, vous dites, une minute, là, il faut sauver de l'argent, puis arrange-toi pour que le petit aille dans la meilleure université, puis arrange-toi pour pas qu'il court trop avec ses chums pour aller boire, puis etc. L'idée, c'est d'amasser de la richesse. Et c'est quelque chose de très mesquin comme problème, mais c'est ça la vie, là. C'est ça la vie. C'est le problème de l'herbe, c'est le problème des animaux sauvages. Il faut ramasser de la richesse, il faut en accumuler, faire des réserves. Un consommateur, c'est l'inverse. C'est le fils à papa qui a toujours eu tout ce qu'il voulait. Il voulait une voiture, il l'a. Il voulait aller faire un voyage en Europe, il y allait. Puis, en tout cas, fait que le consommateur, lui, il inverse les valeurs, puis il présente le bien comme le mal et le mal comme le bien. C'est-à-dire l'inverse.
Fait qu'ils vont vous dire, puis là, à un moment donné, ils se mettent à dire des imbécilités. La raison pour laquelle Trump a été élu, j'en ai parlé avant l'émission, c'est pas parce que c'était Trump, c'est à cause du wokisme. Les gens en ont par-dessus la tête d'entendre des imbécilités, comme on ne sait pas c'est quoi une femme. Vous les voyez au Congrès américain qui sont là, qui essayent de patiner. On ne sait pas c'est quoi une femme, je ne suis pas un biologiste, c'est à claquer. Là, on a goût effectivement, M. Nantel, puis ici aussi, Poilievre a attaqué ce genre d'idée-là, mais moi, j'ai comme opinion aussi qu'effectivement, le monde est tellement écœuré que c'est le sujet facile aussi pour n'importe quel politicien là, qui ont les yeux vis-à-vis les trous, de voir que ça n'a pas de bon sens. Les wokistes se sont mis à se croire entre eux autres. On est rendu à cette étape-là aussi. Vraiment, ils sont devenus très... ça va. Ils n'ont plus de complexe. Ils sont capables de dire ça. Des choses là, qui ne tiennent pas la route. Ça va beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer. Les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point l'inversion des valeurs, puis la folie, c'est fou, c'est fou. Tu sais, pour pas savoir c'est quoi une femme, on le sait depuis des millions d'années. La sexualité est inventée à peu près 1 milliard d'années. Bon, ça fait 1 milliard d'années qu'on sait qu'il y a des femelles, des mâles. Puis ils se reconnaissent, puis quand ils s'apparient, parce qu'ils sont excités, là, c'est avec le mâle, avec la femelle. Hein, bon. À un moment donné, je vais vous raconter une histoire parce que j'ai déjà rapidement, parce que là, on va terminer, oui. Oui, en tout cas, c'est très... J'étais en Corée du Sud avec ma femme, puis on visitait la Séoul, puis à un moment donné, on arrive le soir, on est fatigué, on a marché toute la journée, aller voir un musée, ci, puis ça, bon, la ville, c'est une assez belle ville. On arrive à l'hôtel, puis je dis, bon, on va aller manger, on va manger au restaurant, puis après, il restait du temps. Il était 8 heures, on se couche à 11 heures. Bon, ben, j'ai dit, on va aller à la salle de télévision, c'est ce qu'on fait souvent dans les hôtels. Fait que je m'assois là, il y avait une femme, une Allemande, voyager ici, elle dit oui, c'était une anthropologue culturelle. Oh, et puis elle faisait le tour de la Corée du Sud, pour expliquer aux gens ce que c'était que l'anthropologie culturelle, puis que c'était, les gens voulaient entendre ce qu'elle avait à dire, parce que l'Occident, c'est au niveau intellectuel, c'est quelque chose de très, très, très gros là, dans le monde entier présentement. L'Occident est en train de tout balayer, est en train de tout effacer. Ouais. C'est pas par nous, c'est fait par les gens des pays même. Fait que je commence à parler avec la femme, puis là, je me dis, hey, ça va être intéressant, elle va me raconter des histoires. Ça n'a pas pris de temps. Ça n'a pas pris de temps. Ça a pris, 2 minutes, littéralement 2 minutes, pour que j'arrive à lui faire dire que 2 $ plus 2 $, c'est pas égal à 4 $.